Bienvenue dans cette dernière émission, septième et dernière émission consacrée au premier modèle de la multitude des mondes, modèle chronologique. Alors c'est une émission un petit peu spéciale bien sûr parce que c'est la dernière et surtout parce qu'on va parler de mathématiques. Alors c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai l'impression que c'est pas très développé, pas très exploité, l'utilisation des mathématiques en métaphysique. Et pourtant, quand on associe les deux, on peut obtenir des résultats, je pense, assez prodigieux. Il y a toute une série de recherches possibles, de pans de recherche à explorer dans ce domaine-là. Dans un premier temps, on parlera de philosophie des mathématiques. Je ferai peut-être un petit rappel des grandes chapelles et grandes écoles de philosophie des mathématiques, que sont le logicisme, le formalisme, l'intuitionnisme, le constructivisme, platonisme éventuellement. J'essaierai de situer ma propre philosophie des mathématiques, en quoi elle est dans le prolongement finalement, et qu'est-ce que la notion de monde apporte à la philosophie des mathématiques. Donc ça sera quelque chose d'assez ouvert. C'est pas j'ai pas une vision fermée de la philosophie des mathématiques. Je pense qu'elle peut évoluer encore. Donc on fera ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on fera quelque chose d'un peu plus pratique, si je puis dire, montrant un petit peu l'apport des mathématiques en métaphysique des mondes possibles. On balayera plusieurs champs des mathématiques. Alors ça sera pas très compliqué, hein. Au niveau conceptuel, ça sera plutôt d'un bon niveau. D'un point de vue formel, j'essaierai de rendre quelque chose d'assez accessible, qui n'y ait pas trop de formalisme, qui est surtout des schémas, et que le cheminement de pensée soit assez clair. Alors on commencera par la géométrie projective, on en avait déjà parlé, avec la géométrie de l'existence. Donc dans un premier temps, géométrie projective, le premier modèle 1A, sera utilisé, avec la théorie des nombres imaginaires, le fameux point I. Ensuite, on s'appuiera sur les travaux d'un philosophe qui s'appelle Borel, philosophe et surtout mathématicien de l'école de Paris. J'utiliserai le livre qui est très intéressant, Philosophie des mathématiques de Jean-Claude Dumoncel. J'utiliserai notamment le chapitre qui s'appelle L'invention de Borel. On parlera donc de théorie des ensembles et d'arithmétique à ce moment-là. Pour arriver alors ce que j'appelle le paradoxe de Wierson. Vous verrez qu'est-ce que c'est le terrible paradoxe de Wierson. Il y en a plusieurs, et ce sont un peu un prolongement, on va dire, du paradoxe, de l'un des paradoxes de Zénon d'Élée, pour ceux qui connaissent, comme Achille et la tortue. Voilà, donc ce sera un prolongement, et on terminera par l'analyse. On fera un petit peu d'analyse et un petit peu de nombre imaginaire pour clôturer cette, on va dire, cette illustration de ce que les mathématiques peuvent apporter à la métaphysique. Et on conclura sans doute avec le terrible paradoxe du Wierson. Sachant qu'entre-temps, je vous aurais présenté quelques objets de mon cru, quelques inventions conceptuelles. On parlera notamment alors en philosophie des mathématiques, on utilisera pour balayer un petit peu le spectre objectivisme, subjectivisme, on utilisera ce que j'appelle un W10, c'est-à-dire un monde avec un seul, comportant une seule personne. On essaiera de l'insérer sur une échelle. En deuxième objet inventé, il y aura le Wierson. Quelle est la différence entre un Wierson et un Wierson? Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez suivre la suite qui va arriver très prochainement. Alors, on va commencer par le point I. La découverte du point I, montrer en quoi les
les mathématiques permettent de faire des découvertes, ou une fonction heuristique et une fonction à la fois de généralisation. Bon, pour revenir aux mathématiques, on avait vu, considère que les mathématiques sont une science intermondaine. Là, on a par exemple notre monde, il y a toute une série de sciences dans notre monde, dont la physique, dont la biologie, dont l'économie, dont la sociologie, etc. Et les mathématiques, c'est un petit peu différent, comme la littérature d'ailleurs, notamment la fiction, la notion de fiction. Ça permet d'aller visiter d'autres mondes. Et donc les mathématiques sont, par définition, intermondaines, permettent d'explorer d'autres mondes. On peut d'ailleurs imaginer que les mathématiques ne sont pas les mêmes dans un autre monde que dans notre monde. Que dans l'autre. Alors le point I, ça c'est un point fantastique qui va permettre d'illustrer l'utilisation des mathématiques. Alors, on va utiliser pas mal de domaines des mathématiques. On va faire une petite révision. Je crois qu'on l'avait... historiquement, on l'a découvert, ce point I, avec la géométrie projective de mémoire. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc on a ici la naissance d'une personne. On a sa mort. La mort est ici. La mort qui sera définie comme le dernier point ici comme le premier point. D'ailleurs, je pourrais peut-être le définir. Faire un schéma un petit peu différent. Ça serait sans doute plus clair. Comme ça. Voilà. M, c'est le dernier point de ce que j'appellerai ensuite un Werson. On peut l'appeler tout de suite un Werson. Werson, c'est un monde correspondant à une personne, en fait. Hein. Donc là, on considère qu'il n'y a qu'une personne. Naissance, mort. La mort, c'est le dernier point de ce segment. Hein. NM. Alors, donc ce qu'on avait vu, donc ça c'est la ligne de vie. Il y a le monde suivant. C'est que par projection, alors là, on va appeler ça ligne de vie, et on avait aussi, alors ça c'est une barrière d'actualité en fait. Donc l'actualité, on avait vu, c'était comme ça. Et ça c'est une barrière par rapport à d'autres mondes. Si on peut le définir comme une barrière par rapport à d'autres mondes. Je vais mettre barrière BA. Par rapport à d'autres mondes, quand on considère l'actualité. Alors, pour obtenir le point I, on utilise la géométrie projective. On arrive jusqu'au bout ici, à ce point qui est fictif aussi, qui correspond à l'actualité au moment juste après la mort. L'actualité, là c'est le dernier point avant cette barrière. Cette barrière qui est la barrière, on peut l'appeler la barrière imaginaire. C'est une barrière imaginaire entre deux mondes, parce qu'on passe d'ici à ici, de manière totalement fluide, je dirais. M à N', là on est à W', là on est à W. Et I, en fait, si on agrandit, I, on l'obtient par projection, à la fois par projection de ce point I', qui est un point fictif aussi, qui correspond au moment de la mort, mais d'un point de vue d'actualité. Et on arrive ici, en le projetant, on arrive au point I. Donc si on agrandit, en gros, on arrive à quelque chose comme ça. On a la mort, on a la naissance du monde suivant, et par projection, on a le point I. Bien sûr, il n'y a pas d'espace entre les... Il n'y a pas d'espace entre celui-là et celui-là. Et comme c'est imaginaire, je le représente comme ça. Donc I par projection. On obtient I de cette manière-là. Alors, I, pourquoi est-ce qu'on utilise le terme de I? I pour imaginaire. Est-ce que c'est un point qui n'existe pas? D'un point de vue existentiel, ça n'existe pas. On passe jamais par ce point-là. I pour interstitiel. Ça, c'est important aussi. Interstitiel.
interstitiel. C'est un petit peu comme les cellules en biologie, il y a plusieurs cellules, et il y a un espace interstitiel entre les cellules. Donc là, on est un petit peu, l'analogie est la même, on est dans un espace qui n'existe pas, et qui est interstitiel. Et à la limite, on peut penser qu'on peut passer au monde W', on va passer au monde W', mais si on pose la question en termes d'actualité, on peut presque imaginer qu'on peut passer dans n'importe quel monde. Mais c'est, une fois encore, imaginaire. Donc I imaginaire interstitiel, il y a d'autres I, intersection aussi, alors par projection, mais c'est aussi tout simplement l'intersection entre LI et LV, ça c'est élémentaire, donc intersection, le point I correspond à l'intersection. Ça c'est de la géométrie classique, hein, même pas projective. Alors une petite note oui sur la géométrie projective, là on a vraiment une symétrie, l'axe de symétrie est là, on aurait pu mettre un axe de symétrie ici aussi, sachant qu'il y aurait une symétrie entre N et M. Mais d'un point de vue existentiel, on avait vu qu'il n'y avait pas de symétrie entre N et M, donc il y aurait une symétrie plutôt entre M et N'. Après, si on veut vraiment approfondir la géométrie projective, on essaie de trouver une relation qui fait M telle que MN' de W1 à W2 par exemple. Et il y a une formule en fait qui permet de montrer qu'il y a une conservation de l'alignement des points, comme en géométrie projective. Alors il n'y a pas de conservation comme en géométrie projective des distances. Donc par exemple, le segment NM ne correspondra pas au segment NM', parce que les existences seront pas de la même durée. Pareil, les angles, bon, les angles ne sont pas tout à fait conservés, là les angles peuvent être conservés quand même. Donc voilà pour la géométrie projective, le I, on est vraiment dans un imaginaire parce que on est dans une limite qui n'est jamais atteinte, on avait déjà expliqué, la limite de l'existence vers I tend vers I, voilà, l'existence tend vers I, mais sans jamais l'atteindre. M n'arrive jamais à I. Donc ça c'est vraiment très important. Et là on fait à la fois de la géométrie projective, on utilise les imaginaires, les nombres imaginaires. Et d'ailleurs, on aurait pu le faire de manière beaucoup plus simple. On aurait pu faire comme ça, comme Dedekind qui définit un nombre qui soit rationnel ou irrationnel. Il opère tout simplement une césure, une coupure, qui donne d'un côté l'ensemble des nombres C1 et de l'autre côté l'ensemble des nombres C2. Alors bon, chez Dedekind c'est plutôt comme ça, nous on va le faire plutôt comme ça, un ensemble fermé des deux côtés avec la mort ici et la naissance ici. Et entre les deux, ce qui définit le point I, c'est la coupure, c'est cette coupure-là. Donc ça c'est de l'arithmétique et des nombres imaginaires, c'est-à-dire qu'ici en général on utilise l'axe des réels, mais moi je rajoute aussi un axe avec les complexes, sachant que I est un nombre complexe. On peut le voir un petit peu comme un nombre complexe par analogie. Voilà pour le point I qui a quand même pas mal de fonctions. Alors j'ai mis imaginaire ou impossible. On a bien compris du point de vue de l'actualité en quoi il était impossible. Le point I est tout à fait impossible, il n'est pas actuel, il n'est pas possible non plus, donc il est impossible. I comme impossible. Le quatrième I, alors il y en a peut-être un cinquième. Oui, tout simplement intermondain. C'est-à-dire qu'il représente la barrière qui sépare les mondes. Même si elle est imaginaire, c'est une barrière qui sépare les mondes. Et cette barrière, c'est LI. Voilà donc pour le point I, qui est un point très important, parce qu'il va permettre de définir deux types de mondes
particuliers, les Wierson et les Wierson. Alors je vais refaire un petit schéma un peu plus clair. Pour que ça soit plus facile à visualiser. Alors les Wierson, hop, on va le reprendre comme ça. Naissance, mort, ligne de vie, hop. Ça représente tout ça. C'est un monde pour une personne, et ça s'appelle un Wierson. Alors pourquoi est-ce que je l'appelle Wierson? W pour world et person, Wierson. Et son, c'est le descendant, le fils. Donc le monde tel qu'il est pris en tant que coupure donne ceci. Et là, il y a le Wierson. Et le Wierson, c'est un petit peu particulier. Donc on a vu qu'il y avait le point I ici, qui est à la, on va dire à la limite comme ça de la ligne. Et bien le Wierson, il y a I' aussi, un I, on va dire I-1, I0 si on prend le W0 par exemple comme ça. Et le Wierson, ça va être ça. Là, on prend les mêmes limites, niveau supérieur, niveau inférieur pareil, et c'est juste ici, ça inclut le point I0. Donc c'est un petit peu, c'est une construction fictive bien sûr, le Wierson. Voilà, ça va avoir une importance pour la suite, avec le fameux paradoxe, les fameux paradoxes du Wierson. Alors, on va revenir à la philosophie des mathématiques. Philosophie des mathématiques. Pourquoi est-ce que j'ai défini Wierson et Wierson justement? Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs chapelles. Les questions principales en philosophie des mathématiques, c'est quelle est la nature en général des objets mathématiques? Est-ce qu'ils sont indépendants de l'esprit humain? Est-ce qu'ils existent ou pas dans un monde tel comme Platon, le monde des idées par exemple? Quel est notre rapport? Quel est le rapport des personnes au monde, aux objets mathématiques? Et alors, il y a plusieurs écoles. Je vais pas détailler les différentes écoles. Les questions en fait que pose la philosophie des mathématiques, à mon avis, c'est les liens qui existent entre les. Donc là, je mets mathématiques, c'est l'ensemble des objets mathématiques, des théories mathématiques. Je les mets au pluriel. Les personnes. Je mets avec un S. Ou pas. Et les mondes. C'est-à-dire que quand vous étudiez un petit peu la philosophie des mathématiques, vous vous rendez compte que quasiment toutes les questions qui se posent des questions sur les relations qui existent entre les mathématiques d'un côté, les personnes au singulier ou au pluriel, et les mondes au singulier ou au pluriel. Voilà. Et ça, on avait déjà commencé à voir quelles sont les relations entre les mondes et les personnes. Et bon, ça, c'est... Il y a le modèle 1, il y a d'autres modèles, il y a le modèle 2, il y a le modèle relais, on l'a vu, il y a le modèle 0 aussi, il y a le modèle parallèle. Donc ça, on a commencé à étudier ce type de relation. Et donc, ma conviction, c'est que on pose mal les questions, ou plutôt notre théorie des mondes, au pluriel, pour nous il y a un S, finalement ouvre à d'autres questions, à d'autres relations. C'est-à-dire si on parle des mathématiques, là les mathématiques c'est pareil, on peut mettre un S ou pas, selon qu'elle existe ou pas dans différents mondes. Donc le rapport sera différent entre une personne qui est dans un monde. On ne parlera pas de la même chose quand on a par exemple une personne ici, avec des mathématiques ici, des mathématiques ici.
La relation ne sera pas la même ici, qu'entre ici, qu'entre ici, qu'entre ici. Voilà. Donc c'est des questions très, très difficiles. Alors ma conviction, j'ai un ensemble de convictions, d'intuitions on va dire, par rapport aux mathématiques, c'est que les mathématiques sont à la fois construites et dépendantes de notre pensée. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, on a besoin d'une personne pour penser les objets mathématiques. De même, on parlait des objets impossibles, les mathématiques sont des objets qu'on peut penser. La condition d'être dans un monde. Il est peut-être possible aussi de penser les mathématiques d'un autre monde, comme on l'a vu ici. Alors donc, les mathématiques sont à la fois construites et dépendantes de notre pensée. Dépendantes de notre pensée, on vient de le voir. Construites, je vous montrerai ensuite. À la fois transmissibles et mises en commun. C'est-à-dire qu'aussi, ça dépend du nombre de personnes. Une personne qui arrive seule dans un monde, on va le voir tout à l'heure, elle connaîtra peut-être rien en mathématiques. Elle fera jamais rien de sa vie en mathématiques parce qu'elle aura pas eu, on ne lui aura pas transmis les connaissances en mathématiques du monde en question. Donc, à la fois dépendante et indépendante de notre pensée. Alors, dépendante de notre pensée, on est d'accord. Indépendante de notre pensée individuelle aussi. Parce qu'en fait, il faut imaginer que les mathématiques, selon au moins le modèle 1, c'est comme une sorte de fleuve qui poursuit son cours, à la fois dans les mondes, et à la fois, pas dans un monde bien précis, et dans l'ensemble des mondes aussi. Voilà, on peut imaginer ça comme ça. Donc c'est difficile en fait de répondre de manière univoque aux questions fondamentales. Je pense qu'il faut essayer de procéder autrement. Alors une fois encore, ma théorie des mathématiques n'est pas, en tant que philosophie mathématique, n'est pas figée et définitive. Elle peut évoluer, et je pense qu'il faudrait travailler dessus. Hein. Il y aurait pas mal de choses à faire. Alors bon, pour illustrer ça aussi, je peux... Question qui revient souvent, à la fois en philosophie et mathématique, c'est l'objectivisme et le subjectivisme. Donc on va faire une échelle comme ça. Ça c'est deux positions selon moi assez extrêmes. L'objectivisme et le subjectivisme. Le subjectivisme, ça indique que le monde n'a pas de réalité en dehors de ma représentation. C'est-à-dire que je suis ici, c'est un peu comme le solicisme. En dehors de ma représentation de ce que je pense, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Ça, c'est le subjectivisme. Et l'objectivisme indique que le monde peut être tout à fait indépendant de la pensée d'une personne. Le monde n'a pas de réalité. Le monde est indépendant de ma représentation. Donc on a, pour moi, deux points extrêmes. Alors c'est schématique, bien sûr, mais cette échelle va permettre d'insérer justement notre modèle 1. Le modèle 1, on peut le voir ici. Est-ce qu'il y a une forme quand même d'objectivisme assez importante? Les mondes ont une réalité quand même en soi. Et en même temps, une forme de subjectivisme aussi, parce que c'est la personne qui crée les mondes. Même si le temps, on peut le voir de manière objective ici, et subjective ici, intervient des deux manières. Donc là, ici, on place le modèle 1, et on va surtout introduire un autre ici. Alors, là, on sera en gros, bon, on va le mettre ici, ça sera un peu plus, à équidistance entre l'objectivisme et le subjectivisme. C'est un petit peu le... Et ça, c'est le Wierson. Non, c'est le Wierson à une personne. Wierson. Wierson off. C'est le Wierson one off. One off. Alors one, parce qu'il faut imaginer que c'est un monde
avec une seule personne qui meurt ici. Une seule personne. Bon, Son, on avait vu. Et Off, parce que c'est un monde qui contient qu'une personne et qui est sans doute fictif, du point de vue objectiviste. Voilà. Mais il y a quand même une personne. Ça, c'est subjectiviste. Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Pour montrer que c'est entre l'objectivisme et le subjectivisme, on prend l'hypothèse, est-ce que ce monde existe? Alors, si ce monde existe d'un point de vue subjectiviste, ça fonctionne. On est à l'intérieur du monde, ça fonctionne, c'est le seul monde où j'existe. Du point de vue objectiviste, ce monde n'existe pas. Parce que si on se place du point de vue objectiviste, c'est un monde, en effet, qui n'existe pas. Un monde où il n'y aurait qu'une personne qui existe, c'est un monde qui n'existe pas. C'est pas possible. Et pourtant, d'un point de vue subjectiviste, quand on est à l'intérieur, on considère que c'est un monde qui existe. Et c'est même d'ailleurs sans doute le seul monde qui existe. Si d'un point de vue objectiviste, on considère qu'il n'existe pas, c'est tout à fait cohérent. C'est un monde qui n'existe pas. Voilà, une personne qui à l'intérieur de ce monde aurait comme seule représentation elle-même, et ce monde entier, c'est pas possible. Donc d'un point de vue objectiviste, ça n'existe pas. Donc c'est un monde qui à la fois existe et n'existe pas selon le point de vue dans lequel on se place. Et alors la méthode de travail que je propose, c'est juste une méthode, une piste de recherche. C'est que pour étudier justement les relations entre on a vu entre les mathématiques au pluriel, les personnes au pluriel et les mondes au pluriel aussi. Pas les mondes, c'est comme ça, les maths, comme ça. Pour étudier toutes ces relations-là, c'est ça notamment, hein. Philosophie et mathématiques, c'est ce type de relation. Il faut partir d'un cas vraiment extrême. Et le cas extrême, c'est le W1. C'est le fameux W10, qui est une sorte de cellule, première cellule. On l'a vu, c'est ça en fait. Une sorte de cellule comme ça, voilà. Là, c'est même mieux représenté parce que le monde commence avec la naissance, le monde finit avec la naissance. Donc le W10, on peut le dupliquer. On peut faire plusieurs... Alors, il y a plusieurs voies de recherche possibles, hein. On peut le dupliquer de différentes manières. On peut le dupliquer comme ça, en faisant plusieurs, d'un point de vue chronologique, selon le modèle 1 par exemple. On peut faire une série de mondes, tac, comme ça. Alors bon, là il faudrait mettre une séparation entre les deux. Et vous avez compris le principe. Et donc n plus 1, etc. n moins 1. Donc ça on peut le faire. Alors là il faudrait étudier quelles sont les relations entre W01 et W1 n par exemple. Quelle est la relation en mathématiques entre les mathématiques ici et les mondes? Alors, ça a coupé.
C'était la carte mémoire qui était pleine. Du coup, ça m'a permis de recadrer un petit peu. Donc les mathématiques et les relations entre les mathématiques au pluriel, les personnes au pluriel, les mondes au pluriel. Alors dans les mondes au pluriel, on a les mondes pris comme monde, ensemble de personnes. Il y a l'ensemble des mondes, la somme des mondes. Il y a les Werson, un Werson ou plusieurs Werson, on va le voir. Et les Wierson, avec les fameux points I. L'unité ou au pluriel. Donc l'idée c'est de remonter, de reconstruire. On prend un Werson. Un Werson. W1, 0. Avec une seule personne dedans, voilà, c'est mieux de le représenter d'ailleurs comme ça. Le monde commence ici, le monde finit ici. Une personne, un monde et fictif. Voilà. Alors ensuite, à partir de ce Werson, on peut faire par exemple une suite de Werson. On peut imaginer qu'on fait une suite de Werson comme ça. Suite finie ou infinie, peu importe. Voilà. Enfin, c'est pas peu importe parce que ça permettra d'étudier les relations qui existent. Voilà, donc une suite de Werson. Là, ça peut être toujours la même personne. Donc une personne. Plusieurs mondes. D'ailleurs, la notation peut-être un peu univoque. Équivoque, on va mettre plutôt W11, ça sera plus clair, je pense, comme ça. Donc une personne, un monde. Là, on peut arriver à une personne, n mondes. N, donc c'est la succession des mondes ici. Donc là, on voit bien qu'on étudie ce qui reste invariant, c'est ça, une personne. Donc à la rigueur, ça on l'élimine. Et on n'étudie plus que les rapports entre les mathématiques et les mondes. Là, on est toujours dans le modèle 1, bien sûr. Après, on peut faire la même chose avec d'autres modèles. Donc ça me semble assez clair. Donc là, il n'y a toujours qu'une seule personne. Ce qu'on peut faire aussi, on peut imaginer d'autres combinaisons, c'est la somme des personnes pris comme Werson. C'est-à-dire qu'on imagine un monde, comme on va dire le nôtre, et dans le nôtre, il y aurait toute une série de Werson. Donc il y a des personnes à l'intérieur du monde comme ça qui ont une naissance, une mort, naissance, mort, ici, voilà. Un peu ici, un peu là, voilà, comme ça. Et donc on a toute une série de Werson. Donc on peut reconstruire le monde, ce monde-là, comme une somme de Werson. Et ici, on arrive à donc une somme de Werson. Donc là, on a P personnes, on va dire, qui appartiennent à ce monde-là. Et on a un seul Werson, un seul monde, WP1. Alors, de la même manière, ensuite, on peut envisager, selon le modèle 1 toujours, donc là on repasse le modèle 1, donc là c'est pareil, on repose des questions, simplement, là on n'a plus qu'un monde, donc le monde on peut éventuellement l'éliminer, on peut étudier les relations du coup à ce moment-là entre les mathématiques et les personnes. Donc on obtient deux cas limites, ça c'est deux cas limites. Hop, on a deux cas limites, finalement qui se rejoignent. Ils sont à peu près au même niveau. Ça permet d'isoler ici, ça permet d'isoler ici. Après, on peut complexifier, on peut faire des combinaisons, on peut faire la somme des WPN, la somme ordonnée des WPN, la succession ordonnée. On fait une série comme ça, c'est pas très compliqué. Voilà. Ce monde-là, par exemple,
Alors ça va faire un objet quasiment impossible hein, à représenter. Il faut imaginer les emboîtements des Wilson, ici, et ensuite les emboîtements des mondes eux-mêmes. Parce que le Wilson d'une personne là, il va se prolonger ici, mais ça ne sera pas au même endroit pour les autres personnes. Donc il faut imaginer ça comme une suite de Wilson, Pn, ordonnée. Et après on peut arriver à... On peut construire aussi le... Là on arrive à quelque chose d'un petit peu plus complexe. On peut arriver à la version désordonnée. Ordonnée, désordonnée, là c'est le modèle 2. Alors modèle 2 c'est un peu plus compliqué. Ça tient compte de l'actualité. Et donc, pour une personne qui est ici, une autre personne qui est en avance, en fait, se retrouvera ici. Ça, c'est le modèle 2. Donc, le modèle est à la fois, on voit, chronologique et synchronique, en fait. Hein. Donc, ça va faire un objet encore plus impossible. Donc, encore plus complexe à étudier. Mais on peut continuer progressivement à... Là, on est dans un premier ordre, là on est dans un deuxième ordre avec le modèle 1 et le modèle 2. Là on est dans un ordre A, on va dire dans un ordre B. On peut imaginer qu'entre A et B, il y a d'autres cas intermédiaires possibles. Et il y a le modèle du relais aussi, qui est un cas particulier à la fois du modèle 2, qui lui-même est présent sur une partie de ce modèle relais. Donc ils s'embriquent eux-mêmes. Donc là on peut arriver à quelque chose un petit peu plus complexe, encore plus complexe, par combinaisons successives. Ils permettent d'étudier justement les relations qui existent entre les mathématiques des personnes, et entre les mathématiques et les mondes. Et donc notre travail jusqu'ici ça a été de chercher les relations entre les personnes et les mondes. Il y a notamment le temps qui intervient. Voilà donc pour la philosophie des mathématiques. On peut reposer, donc, vous l'avez compris, toutes les questions qu'on a posées au départ, et même d'autres questions, pour envisager une philosophie des mathématiques qui soit un peu plus large, qui tienne compte des différents modèles, et notamment du fait qu'il y a plusieurs mondes. Et à l'intérieur des mondes, il y a donc les mondes, les sommes des mondes, les Wilson au singulier, Wilson au pluriel. Voilà. Alors on va revenir aux mathématiques. Ça sera la dernière partie aujourd'hui. Mathématiques proprement dit, et la métaphysique. On quitte un peu la philosophie des mathématiques. Alors, la dernière ligne droite, on va arriver au paradoxe de Wierson, le fameux paradoxe de Wierson. Hop. Donc on a l'objet 0,1 qui a la puissance du continu, ça c'est je vous laisse aller voir du côté de Cantor. Donc ça c'est l'objet 0,1 en mathématiques, qui a la puissance du continu, autant qu'il y a autant de nombres ici que sur l'échelle des réels. Hein. Alors, donc il y a l'argument de Zénon, le fameux argument de Zénon d'Élée, qui dit que si on place la tortue ici, elle n'arrivera jamais ici. Parce que pour arriver ici, il faut qu'elle fasse la moitié, qu'elle aille jusqu'à la moitié. En supposant qu'elle aille jusqu'à la moitié, il faudra qu'elle reprenne la moitié. Donc la moitié de la moitié, on arrive à 3/4. Puis ainsi de suite, la moitié de la moitié, et finalement elle n'arrivera jamais à 1. Alors, que nous disent l'arithmétique? L'arithmétique, en fait, c'est assez simple. Ça correspond à une série. Une série 1 demi plus 1 sur 2 puissance 2, c'est-à-dire 1/4, plus 1 sur 2 puissance 3, 1/8, etc., etc. Hop, top, top. Et on arrive à 1 sur 2n. Voilà. La somme de cette série, qu'on appelle S, c'est égal à 1 moins 1 sur 2n. Ça, c'est l'arithmétique. Quand n tend vers l'infini, ça fait 0, donc la somme est égale à 1. Donc la tortue, d'un point de vue arithmétique, si elle part là, elle arrivera ici. Alors, ce qui se complique un petit peu, et là, c'est pour ça qu'on parle de jugement de Borel,
Jean-Claude Dumoncel par des deux jugements de Borel, c'est si on raisonne en termes d'intervalle. Hop. Si on raisonne en termes d'intervalle, c'est un petit peu différent. La tortue n'arrivera pas. Et c'est de là que vient le paradoxe de Zénon. Subdivisons, je cite donc Borel, subdivisons le segment 0,1 par un nombre fini de points de subdivision. Donc si on divise par un nombre fini de subdivision, nous obtenons ainsi un nombre fini d'intervalles dont la somme est égale à l'unité. Si d'autre part nous nous donnons un nombre fini quelconque d'intervalles dont la somme est égale à l'unité, nous obtenons un juxtaposition d'un intervalle qui peut coïncider avec l'intervalle 0,1. D'accord, ça c'est ce qu'on a vu. D'autre part, si nous divisons le segment 0,1 en deux parties égales par un point A1, puis le segment A1, 1 en deux segments, avec A2, en deux parties égales, puis un segment A3, voilà, etc., etc. Nous définissons une infinité dénombrable de segments 0, A1, A1, A2, A2, A3, etc. Donc chacun est la moitié du précédent et dont la longueur totale est la somme de la série convergente 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, c'est-à-dire est égale à l'unité. On peut dire que cette infinité dénombrable d'intervalles recouvre tout l'intervalle 0, 1, car tout point M compris entre 0 et 1 est inférieur à 1. Voilà. Alors, comparons avec notion d'intervalle. Si on prend l'intervalle 0, 1 demi, union 1 demi, 3 quarts, donc, union, etc., etc., on arrive à U1n, distance de 1 sur 2n. C'est les distances de 1 sur n. Donc on a vu que 0 appartenait à UN1, distance 1 de n. Par contre, 1 n'appartient pas à ce U1, n. Car tout point M compris entre 0 et 1 est inférieur à cet intervalle. Et on a vu que tous les points A3, AN, jusqu'à AN, sera toujours inférieur à 1. On pourra toujours diviser. Ça, c'est le deuxième jugement de Borel. Donc on a ces deux jugements. Donc selon qu'on prenne l'intervalle ou qu'on prenne l'arithmétique, la somme de la série, on obtient un résultat différent. Et moi je vous pose la question, est-ce qu'on va prendre un Werson ou un Wierson ici? Ça on peut le transposer au Werson ou au Wierson versus Wierson. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Werson ou Werson? Pour rappel, Werson et Wierson. Wierson il est en vert, et ici, point I, on va dire. Voilà. Parce que tout ça, on peut le transposer. Le 0,1, on peut le transposer ici. Là, on a la naissance, là, on a la mort, on a I juste après. Si on prend le segment N, M et I, voilà. Est-ce qu'on va faire, en gros, est-ce qu'on va faire 0,1 ici, ou on va faire 0,1 ici? Voilà. C'est là qu'on obtient les paradoxes du Wierson. On va prendre le cas selon lequel on prendrait le Werson. Donc Werson,
premier cas, c'est Whereson. Alors, Whereson. Donc Whereson, on le rappelle, naissance, mort, 0,1. D'un point de vue arithmétique, le segment NM, ça correspond à une distance, ça correspond à une durée. Le trajet existentiel est fini. C'est 0,1. Donc c'est bien fini. Ok. Du point de vue de l'intervalle, par contre. Donc ça semble cohérent du point de vue arithmétique. Du point de vue des intervalles. Si on prend le Whereson, alors on va arriver à ça. NM. C'est-à-dire que la tortue ou la personne qui vit n'arrivera jamais jusqu'à la mort. Parce qu'on prend la moitié ici, on prend la moitié de la durée, etc. Donc la personne n'arrivera jamais à mourir. Donc il y a un paradoxe si on prend le Whereson. Du point de vue de l'intervalle, c'est pas possible. Du point de vue arithmétique, ça donne une durée finie, ce qui est logique. On a tous une durée finie dans un monde donné. À l'inverse, si on prend le Whereson, deuxième hypothèse, le Whereson. Donc le Whereson, on a vu, naissance, la mort est ici, le point I est ici. 0 ici, 1 là. Si on prend le Whereson, c'est un petit I comme ça pour l'imaginaire, Whereson. Si on raisonne du point de vue des intervalles, l'intervalle NI, donc c'est un intervalle fermé comme ça, on n'atteindra jamais I. Ça peut sembler cohérent. Donc I, on l'atteindra jamais. Parce que là, on sait qu'on doit prendre la moitié de la moitié de la moitié de la moitié. Le dernier point, ça sera M. Donc là, on est tout à fait cohérent si on prend un Whereson. C'est-à-dire que la mort sera le dernier point sur le segment NI. Là, on sera tout à fait dernier point. Donc ça semble cohérent d'un point de vue géométrique par rapport à la définition de la mort comme dernier point. Avant le point I. Donc là, ça semble plutôt cohérent. Cependant, si on réfléchit, et c'est l'effet du premier paradoxe Whereson, c'est qu'on a une division à l'infini. Là, on va devoir diviser, là, on va devoir diviser. Pourtant, l'existence est finie. On ne peut pas diviser notre existence de manière infinie. Il y a un certain nombre on l'a vu, d'actualités qui correspondent à un temps t, et la somme des temps t, enfin les temps t ne sont pas en nombre infini. On ne vit pas une infinité de moments. Donc premier effet, paradoxe de Whereson, si on prend le Whereson. Alors le deuxième effet du paradoxe de Whereson, c'est si on fait de l'arithmétique. Si on fait de l'arithmétique, à ce moment-là, si on prend I comme 1, c'est assez formidable, parce que à ce moment-là, deuxième effet Whereson, la durée, ça correspond à une durée, la durée NI correspondra à un nombre fini. On a vu que la somme donnait 1, et ça correspondra à un nombre fini. C'est-à-dire que pour atteindre le point I, il n'est pas à l'infini, il est tout à fait fini, même s'il n'existe pas, même s'il est imaginaire, même s'il est impossible. Donc ça correspond, NI correspond à une distance qui est finie d'un point de vue arithmétique, mais qui est impossible par définition d'un point de vue arithmétique aussi, parce qu'on l'a défini comme un nombre imaginaire qui sépare ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, par une césure, et il est à la fois impossible et en même temps fini. Donc ça c'est le deuxième effet
Deuxième paradoxe du Whearson. Alors ensuite, on va faire un petit peu d'analyse. Parce que Borel a réussi à trouver un lien. C'est pour ça que le chapitre s'appelle l'invention de Borel, parce qu'il a trouvé un lien en fait entre la notion d'ensemble et la notion de fonction. Il considère que la notion de fonction, je cite, est un cas particulier de la notion générale de fonction. La notion d'ensemble est un cas particulier de la notion générale de fonction. Tout ensemble définit une fonction égale à 0 pour les points d'ensemble et égale à 1 pour les points qui n'appartiennent pas à l'ensemble. Inversement, toute fonction égale à 0 ou à 1 pour les points d'un domaine sépare les points de ce domaine en deux catégories, c'est-à-dire définit deux ensembles complémentaires. Donc on peut faire un lien entre l'ensemble et la fonction. Et donc on va définir ce qu'on appelle, nous, une fonction d'existence. Fonction d'existence qu'on nommera FE et qu'on va représenter... alors, on peut la représenter sur l'intervalle 0,1, on peut la représenter sur l'intervalle, sur d'autres intervalles. Il y aura deux fonctions qu'on va présenter avec le Whearson, WE, et le Whearson, FEWI. Et là, c'est là qu'on va voir les derniers paradoxes du Whearson. Donc, si on fait de l'analyse, voilà, de manière assez simple. Ça, c'est l'OO, c'est point d'origine. Ça, c'est l'axe des X. Là, axe des Y. D'un point de vue, alors il faut se rappeler le Whearson, c'était ça. N, M, et le point I vient après. Ça, c'est 0, ça, c'est 1. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de ça, NM, correspond à l'existence. Tout ce qui est à l'extérieur ne correspond pas à l'existence. Donc l'existence, on va la noter par exemple, par convention. On va la noter 0. Donc là, on a un repère 1, 1. Voilà. Un peu plus comme ça. Ça sera plus clair. Donc ça, c'est O l'origine. O l'origine, ça correspond à la naissance. Donc, X, ça c'est la ligne de vie. Et bien la fonction, elle sera comme ça. Elle sera comme ça, tac. Voilà. C'est-à-dire entre 0 et 1, N sera là. N existe. M existe toujours. Ça, c'est l'existence. Par contre, là, on peut se poser la question, où placer I. I n'existe pas. Si on dit que ce qui n'existe pas correspond à 1, où est-ce qu'on place I? Si ce n'est ici, ou ici, là on est à l'extérieur. Là on est à l'extérieur, on n'est pas sur 1. On commence à 1 plus delta. Et là on est à moins delta. Par rapport à l'abscisse. Donc I correspondra finalement, I n'est plus un point, mais correspond à 2 demi-droites. Donc c'est quand même assez curieux. Alors, si on raisonne en termes de... Pour raisonner tout de suite en termes de succession de mondes, ça ira plus vite. Si on raisonne succession de mondes comme ça, voilà. Comment est-ce qu'on place à ce moment-là la courbe? Alors, là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que X, la ligne de vie, il faut la commencer ici. On va commencer par exemple ici. Hop. Donc la ligne de vie, là, la courbe sera différente. Elle ira de 0 à 1, sans aller jusqu'à 1. Après, bon, l'existence, on ne sait pas combien, parce que c'est
ça correspond à l'étalon 1, ça c'est 1, l'étalon ici. Là, ça sera pas 1, on ne vit pas deux fois la même durée. On va dire x. Là, on arrive au x'. On arrive à x', cette durée-là. Alors, donc, finalement, la courbe sera différente, elle ressemblera à ça. Et à chaque fois, il y aura le point I. Alors, le point I, on ne sait pas où est-ce qu'il sera, du coup. Le point I, où est-ce qu'il sera? Le point I, il sera en dehors de 0,1, il ne sera plus. Parce que ici, on était toujours ici, mais après la ligne de vie continue, donc le point I n'existe plus. On ne peut plus le placer, le point I. Si on prend le Wierson, donc là on arrive quand même à une série de paradoxes, où est-ce qu'on place le point I? C'est pas évident. On garde ce type de repère. Là on prend le Wierson. Donc le Wierson, 0,1, ça va jusqu'ici. Voilà, et M, c'est le dernier point. Pour revenir, pour essayer de passer au modèle 1, dans la représentation, ça va être ça. Ça va être une série de points comme ça, avec le point I. Le 1 correspondra à I. Et là, ça sera pareil. Il y aura un I. Le I', il est juste ici. Le I', il est juste ici. Là. Ça sera juste un petit peu avant. Et là, on aura le I seconde, etc. On aura toute une succession de I qui correspondront à des points. Et l'existence, ça sera là. Ça sera une droite avec à chaque fois trouée par le point I. Donc c'est le troisième effet du paradoxe de Wierson. La ligne d'existence est trouée. On a une ligne d'existence ici, qui correspond à la ligne de vie, et à chaque fois elle est trouée par le point I. Ça c'est en analyse. Et enfin, pour terminer l'analyse, on peut faire un peu d'analyse avec les nombres complexes, sur le plan complexe. Là, on va faire, je pense, le Wierson. Oui, on peut faire le Wierson, ça peut être sympa. Donc, on prend un plan complexe, repère orthonormé, OUV. Donc, alors, un petit rappel sur les plans complexes. Là, on a le réel, et ici, on a l'imaginaire. Et un nombre z est défini par x, son abscisse dans les réels, plus y, il y en a ici. Donc bon, on a l'argument, c'est l'angle que fait OM avec l'axe des abscisses, et également la distance OM étant l'argument. Alors si on transpose ça dans le plan complexe, on arrive à quelque chose qui ressemble à ça. Là on a toujours 0,1. Bon, ça c'est l'origine. Hein. 0,1. Alors le Wierson, on prend le cas du Wierson, hein, avec n, i. N est donc ici l'origine. Le point I il se trouve ici parce qu'il est à 1. Il fait 45 degrés. Alors, l'argument c'est 45 degrés, puis sur 2. Et là, on arrive à le premier I. Le premier I est ici. Où est-ce qu'on place le I'? Le I', il est juste ici, un petit peu avant. Voilà.
Où est-ce qu'on place le i seconde, etc. Voilà, c'est toujours ici. Après là, ça dépendra de la durée. Hein. On est de 0 à 1, donc ça c'est la durée, 0, 1. Et après là, c'est ce qu'on avait dit, x', je crois. Voilà. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les i forment une droite. Ensemble des i appartient à une droite. Et d'interprétation métaphysique, alors on peut donner le nom. Le nombre de i, ici, c'est 1 plus i. 1 plus i. Le nombre de z', par exemple, ça sera moins delta plus i. Delta, c'est vraiment la quantité infinitésimale ici. Nombre infinitésimal. Et donc, ce qu'on peut conclure, l'interprétation métaphysique, c'est que l'imaginaire est taché par l'existence. Là, on est dans le réel, c'est-à-dire l'existence, dans l'interprétation. Et là, on est vraiment dans l'imaginaire, à la fois en mathématiques et à la fois au point de vue métaphysique, avec le point I. Et qu'on n'aura jamais d'imaginaire pur, d'un point de vue mathématique, on n'aura jamais d'imaginaire pur. Un imaginaire pur, c'est un nombre qui n'a pas de réel, c'est-à-dire un nombre tel que on a KI, en fait, de cette forme-là. Un nombre qui appartient ici, qui sera là. Or, on se rend compte qu'on n'a aucun nombre ici, parce qu'il y aura toujours une partie réelle. Là, il y a une partie réelle, ça correspond au 1 d'ici. Là, on a le moins delta, c'est une partie réelle aussi. On arrive à l'interprétation métaphysique finale, que l'imaginaire est taché par l'existence. Voilà, donc je vous remercie de votre attention pour cette succession de vidéos finalement, montrant qu'on a utilisé quand même pas mal de domaines des mathématiques et que celles-ci permettent quand même de se poser pas mal de questions d'un point de vue métaphysique, pour laquelle on peut avoir différentes interprétations, et que les pans de travail de recherche sont assez énormes. Là, on a quand même été... C'est un exemple assez intéressant parce qu'on est quand même parti des nombres complexes, on est parti de la géométrie projective, on a utilisé l'arithmétique et on a fini avec l'analyse et les nombres complexes. En nombres complexes. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que ça a été assez clair et à bientôt pour une série d'émissions sur le modèle 2.